Ce qui est intéressant dans les intentions de vote aujourd'hui, comparées des hommes et des femmes, il y a pratiquement plus de différence entre les intentions de vote et le vote effectif quand on peut l'étudier après, sauf sur un point qui est que les femmes sont moins disposées que les hommes à voter pour Zemmour, comme elles étaient moins disposées que les hommes à voter pour Marine Le Pen. Bonjour, je m'appelle Tam Tranui, je suis journaliste mais aussi citoyenne. Comme tous les Français, au mois d'avril, je dois voter pour notre prochain présidente de la République et à quelques semaines de cette échéance, je me pose des questions. Comment chacun choisit son candidat? Est-ce que c'est en fonction de son milieu social, de son parcours de vie, avec sa tête, son cœur? Les gens qui achètent une voiture électrique, ils mettent toujours un bulletin vert dans l'urne? Chaque semaine, je discute avec des experts qui ont consacré leur vie à ces sujets. Alors, à force de chercher, ils ont trouvé quelques réponses. Je vote. Je pense qu'on est une force électorale, donc je pense qu'il faut jouer avec. Tu votes. Personnellement, je dis bien, j'irai voter. C'est un devoir de voter. Allez à voter. Nous votons. Il n'y a pas eu d'affrontement sur les idées en tant que tel à l'intérieur, il n'y a pas eu de divergence. À voter. Un podcast de Public Sénat et du Cevipof Sciences Po. Aujourd'hui, je m'intéresse au vote des femmes. Votent-elles différemment des hommes? Y a-t-il une caractéristique de genre dans le vote? Et plus largement, que penser de la féminisation du scrutin de 2022? Marine Le Pen, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, Christiane Taubira, Nathalie Arthaud, elles sont 5 à briguer le mandat suprême. Est-ce que cela signifie que les droits des femmes vont avoir plus d'écho dans la campagne? Je m'appelle Janine Mossu-Lavaux, je suis directrice de recherche émérite CNRS dans un laboratoire de Sciences Po qui s'appelle le Cevipof, le Centre de recherche politique de Sciences Po. J'ai travaillé pendant pas mal d'années sur le genre. Et tout cela m'a amené bien sûr à travailler sur le comportement électoral, donc sur le vote comparé des hommes et des femmes, puisque j'avais avant travaillé sur l'ensemble des comportements politiques. En cette campagne présidentielle, l'un des premiers sujets qui m'interpelle, c'est le nombre de femmes candidates au scrutin suprême. Il y a les habituels, Marine Le Pen, Nathalie Arthaud, Christiane Taubira qui se présente pour la 2e fois, mais aussi 2 femmes pour représenter les 2 partis historiques de la vie politique française, Anne Hidalgo pour le Parti socialiste et Valérie Pécresse pour les Républicains. Que cette droite opte pour être représentée par une femme, ça, c'est inédit. Ce qui est intéressant, c'est que Valérie Pécresse, elle a été désignée par les militants, c'est-à-dire chose qui était quand même un peu la base et qui est moins loin de la population générale que, disons, les dirigeants. Si la désignation s'était faite d'un petit comité des dirigeants, de tous les autres hommes qui étaient aussi candidats et tout, je sais pas si c'est elle qu'ils auraient choisi. Plus on monte, plus, oui, ce sont des hommes qui décident. Je fais pas de procès d'intention, je lis pas dans le bar de café, je sais pas dans leur tête ce qu'ils auraient décidé ici, mais je pense que ça aurait pas été forcément la décision finale. Bon, moi non plus, je ne suis pas adepte de la politique fiction, mais c'est vrai que Valérie Pécresse apparaissait comme l'outsider et qu'à droite, sa victoire surprise en a étonné plus d'un. Une femme qui tient, une femme qui a le courage, une femme qui fait, comme moi. Alors, Valérie Pécresse est-elle plus susceptible d'attirer un vote féminin parce qu'elle est une femme? Défendre, bec et ongle, les intérêts de son peuple. Est-ce qu'être une femme, ça peut être un argument de campagne? Le problème, c'est que elle joue sur le fait qu'elle est une femme. Ce qui m'amuse, c'est que quand elle dit je suis une femme, comme si c'était une garantie de quoi que ce soit. Je me dis mais si n'importe quel candidat homme, quand on lui a demandé définir qui êtes-vous et ça, il avait dit je suis un homme, mais tout le monde lui serait tombé dessus pour qu'il se prend celui-là macho. Bon, c'est donc un argument de campagne assez maladroit. Et tenter de jouer sur la solidarité féminine n'est pas vraiment efficace. Sinon, ça se saurait. D'autres femmes candidates auraient déjà pu profiter de l'aubaine. Les gens, que ce soit les hommes ou les femmes, ils votent pas pour un sexe. Sinon, toutes les femmes voteraient Marine Le Pen depuis qu'elle se présente, etc. Moi, je vois dans toutes les enquêtes, votent en fonction de leurs affinités politiques, c'est-à-dire que eux-mêmes, ils se sentent plutôt de droite ou plutôt de gauche, ou centristes pour ceux qui se sentent du centre.
Les femmes votent donc, et c'est heureux, en fonction de leurs idées politiques et non en fonction du sexe d'un candidat. Et plus globalement, elles votent aujourd'hui comme les hommes, à une exception près en 2022. Un candidat recueille moins leurs suffrages que les autres. Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femmes. Éric Zemmour. Elles n'incarnent pas le pouvoir, c'est comme ça. Ce qui est intéressant dans les intentions de vote aujourd'hui, comparées des hommes et des femmes, il y a pratiquement plus de différence entre les intentions de vote et le vote effectif quand on peut l'étudier après, sauf sur un point qui est que les femmes sont moins disposées que les hommes à voter pour Zemmour, comme elles étaient moins disposées que les hommes à voter pour Marine Le Pen. Pourquoi ? Alors, d'abord, je crois qu'il faut voir que ce sont les hommes qui se sont déplacés, qui se sont, je dirais pas jetés sur Zemmour, mais enfin, c'est quelque chose comme ça quand même, hein. Les femmes plus réticentes. Alors pourquoi ? À la fois, il y a le côté, je dirais, effectivement, extrême droite de Zemmour, avec tous ses propos sexistes et autres, hein, mais pas que ça. Et les hommes, finalement, qui peut-être votaient Marine Le Pen parce que c'était la fille de Jean-Marie et que elle prenait la suite et qu'ils étaient d'extrême droite, enfin ils sont d'extrême droite et donc ils votent pour la représentante de l'extrême droite. Quand on leur a proposé un homme, c'est-à-dire Zemmour, je pense que toute leur masculinité s'est sentie concernée et que c'est une des raisons pour lesquelles ils ont plutôt déplacé leurs intentions de vote en direction de Zemmour. Bon, alors évidemment, cet argument de la masculinité, de la virilité qui doit s'affirmer parce que on est des hommes, des Français, et puis l'identité masculine quand même, c'est pas rien. Ça présentait un attrait très modéré pour l'électorat féminin. Le masculin est lié au pouvoir. Il peut y avoir des femmes qui exercent un pouvoir. Parce qu'elles ont des valeurs masculines. Voilà, exactement. C'est plus précis de le dire comme ça. Le discours machiste, sexiste et parfois violent d'Éric Zemmour a donc un double effet, celui de rebuter certaines femmes et d'attirer certains hommes, ce qui explique donc le déséquilibre de son électorat. Souvent, quand les personnes, effectivement, qui pratiquent le sexisme s'expriment, évidemment, elles ne vont pas dire inférieur, nul, incapable, etc. Restons polis, puis on sait que c'est pas reçu bien maintenant, ce genre de truc. Donc, on dit différente. Ça correspond aussi à un courant du féminisme, ce qu'on a appelé le différentialisme. C'est-à-dire les femmes sont différentes parce que elles représentent autre chose, elles ont plus d'empathie, plus de douceur, plus de sensibilité. Enfin, il y a toute une série de qualificatifs qui viennent pour parfois chez certaines féministes, mais qui sont un peu en perte de vitesse quand même, il faut le dire, qualifier cette différence. Mais il faut se rendre à l'évidence, quand on dit différent, c'est difficile de dire que ça veut dire en même temps égal et disons interchangeable. Or, qu'est-ce que l'égalité des hommes et des femmes ? C'est qu'on arrive à, et c'est ce qui se passe en ce moment quand même pour les rôles, les fonctions, les responsabilités, les hommes et les femmes sont devenus quasiment interchangeables. Il y a encore bien des domaines où cette égalité entre les femmes et les hommes n'est que théorique. Celui des salaires, des retraites, du partage des tâches domestiques ou encore des violences sexuelles. Mais en théorie, les femmes sont bien les égales des hommes. C'est un droit reconnu par la Constitution depuis 1946. Et c'est à peu près à la même période que les femmes en France ont enfin obtenu le droit de vote après des débats qui paraissent aujourd'hui d'un autre âge. Quand il y avait des débats sur le fait de est-ce qu'on accordait le vote aux femmes ou pas entre les deux guerres, dans les années 30, où à plusieurs reprises on essayait de faire voter cette loi, vous aviez des parlementaires de droite qui brandissaient comme menace, et je vous cite vraiment leurs paroles, c'était « Ah non, le foyer sera un enfer, les enfants seront négligés », enfin n'importe quoi. Il faut se souvenir quand même que les femmes ont obtenu en France le droit de vote en 1944 et qu'elles l'ont exercé pour la première fois en 1945. Jusque-là, existait en France ce que dans les livres d'histoire on appelle le suffrage universel, qui a été acquis en 1848. Mais on oublie toujours dans les livres d'histoire de préciser suffrage universel masculin. Parce que il y avait que les hommes qui pouvaient voter jusqu'à ce moment-là. Je vois pas comment un suffrage peut être à la fois universel et masculin. Il y a une énorme contradiction entre ces deux termes. En tout cas,
Au moment où les femmes ont obtenu le droit de vote, elles ont commencé par voter différemment des hommes. On se rappelle des arguments d'alors pour leur refuser le droit de vote. Elles vont voter comme leur mari, elles vont voter comme le curé leur demande. Et bien sur ce dernier point, c'était plutôt vrai, en tout cas au début. On peut dire que les premières années, ça a été ce que j'appellerais une période d'apprentissage. C'est-à-dire que, à la fois, elles sont un peu moins précipitées sur les urnes, sauf à la toute première élection, parce que c'était tout nouveau, tout beau, etc. Mais après, elles se sont abstenues un petit peu plus que les hommes d'aller aux urnes. Et puis, surtout, elles votaient nettement plus à droite. Et il faut pas oublier que les femmes étaient, mais là depuis très longtemps, beaucoup plus nombreuses que les hommes à être des catholiques pratiquantes. Et ce que disait l'Église aux fidèles catholiques, évidemment, c'était pas de voter pour la gauche. Donc, elles ont pendant longtemps été un peu plus abstentionnistes et plus à droite. Est-ce que le travail à la chaîne vous convient? Oui, parce que c'est un travail régulier. Et puis, les femmes ont commencé à travailler davantage. Dans les années 60, elles constituent 40% de la population active, essentiellement des ouvrières, des employés. Là, elles se sont mises à fréquenter les urnes autant que les hommes. Elles sont allées voter autant qu'eux. C'est une période où également la différence sur le vote de droite s'est un peu réduite aussi. Elles votaient toujours un peu plus à droite que les hommes, mais avec une moindre propension que dans la période précédente. Puis, on arrive, et il y a une date assez précise, parce que ce sont les élections de 1986, à une troisième période, moi que j'ai appelée une période d'autonomie. Elles continuent à aller aux urnes autant que les hommes, mais pour la première fois en 1986, elles votent à gauche autant qu'eux. Elles se mettent finalement à décider que elles votent comme elles veulent, puis surtout, il faut voir que la société a évolué. C'est-à-dire que dans les années 1980, puis ça croîtra de plus belle dans les années qui suivront jusqu'à aujourd'hui, les femmes travaillent. Et puis, ça conduit aussi à avoir des comportements plus orientés à gauche, parce que sans doute que elles se rendent compte qu'il y a des problèmes d'emploi, de salaire, d'inégalité professionnelle due au fait que on leur confie pas tout de suite toutes les responsabilités. Puis elles sont aussi souvent dans des métiers qui sont moins bien rémunérés, moins bien considérés que les métiers dits masculins. Et oui, le chemin est long avant d'atteindre l'égalité réelle. C'était compliqué dans les années 80 et ce combat n'est toujours pas terminé. Madame, vous votez? Oui, bien sûr. Et vous suivez l'avis de votre mari ou bien est-ce que vous votez vraiment selon vos convictions? Non, selon mes convictions. Par ailleurs, les femmes continuent d'être aujourd'hui habitées par le doute. Elles ont moins confiance en elles et en leurs capacités. Par exemple, lorsqu'on leur pose la question « Vous intéressez-vous à la politique ?» Eh bien, elles sont moins nombreuses que les hommes à répondre « oui ». Essentiellement parce qu'elles ne s'estiment pas aussi compétentes. Eh bien, ça vaut aussi pour les carrières politiques. Il y a encore, disons, une espèce de réserve des femmes qui les empêche parfois de se déclarer compétentes en ceci, compétentes en cela, de se mettre en avant. Mais ça, on le voit quand on propose, par exemple, je vois en politique, une responsabilité à une femme. Souvent, elle dit, faut que je réfléchisse parce que est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je vais avoir le temps, l'énergie? Parce que souvent, elles ont en charge quand même le privé, en plus de leur boulot. Alors que un homme à qui vous proposez une responsabilité politique, c'est oui tout de suite, et on se pose pas la question de savoir est-ce que je peux le faire. Ce qui serait injuste, parce que peut-être une autre aurait pu très bien faire le poids, comme on dit, en face de vous. Même si les candidates à l'élection présidentielle sont nombreuses cette année, ce n'est pas du tout représentatif. Les responsables politiques restent très majoritairement masculins, seulement 1/5 des maires, 1/3 des sénateurs, 38% des députés sont des femmes. Le monde politique reste peuplé d'hommes. C'est un univers souvent machiste, aujourd'hui comme hier. Place d'ailleurs au souvenir de Jeannine Mosulavo, qui était aux premières loges lors de la loi Veil, la loi dépénalisant l'IVG. Elle se rappelle de l'atmosphère qui régnait lors des débats. Quand il y a eu le vote en fin 74, puisque la loi a été promulguée en janvier 75, ça a été un débat mené par Simone Veil, à l'époque ministre de la Santé. Ça a été un débat violent, vraiment violent. En plus d'une totale hypocrisie, elle me racontait, mais elle me disait, vous vous rendez pas compte, ces mecs qui votent contre ma proposition de loi, qui votent contre l'IVG, ce sont sont eux qui viennent me demander des adresses d'avorteuses pour leur maîtresse ou pour leur épouse.
c'était quand même l'hypocrisie totale, mais qu'on a retrouvé dans plein d'autres débats. Quand il y a eu les débats, et notamment concernant la prostitution, quand il y a eu en 2003 les propositions, disons, de pénalisation des clients, etc. Enfin bon, il y a eu des manifs de prostituées, et notamment tellement elles étaient indignées parce qu'elles voyaient bien que ça allait quand même les mettre dans une situation épouvantable. Il y en avait une, je sais, qui était plus toute jeune, donc il y a une longue pratique qui m'avait raconté, parce qu'elle était tellement excédée que, en général, elle balance jamais les prostituées, hein, c'est vraiment respect le client, machin, et là, on racontait que c'est l'homme politique qui, justement, se battait contre la prostitution et allait voter dans l'enthousiasme toutes les mesures répressives. C'était un de ses habitués et que il venait chez elle et qu'il avait quelques pratiques. Enfin bon. Donc l'hypocrisie dans tous ces débats, faut aussi l'avoir en tête. Reste que si la prostitution continue de faire l'objet de débats très clivants, ce n'est plus du tout le cas de l'IVG. Plus aucun parti politique en France ne veut revenir sur ce droit. Il y a encore débat aujourd'hui sur la fermeture des centres, sur l'allongement des délais, sur le délit d'entrave à l'IVG, mais plus du tout sur la loi de 1975 elle-même. Emmanuel Macron a même proposé d'inscrire le droit à l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Soutenir l'IVG, c'est le signe que les politiques ont enfin un peu partout, enfin disons un peu dans tous les bords, compris que c'était une pratique de la population et que mener un combat d'arrière-garde au prétexte que quelques vieilles électrices catholiques pratiquantes âgées seraient choquées ici, comme disaient les humoristes, ça a eu payé, mais ça paye plus. Vous savez, les politiques, ils ne décident pas toujours de leur thème de campagne en fonction de leurs convictions profondes, mais de ce qu'ils voient qui est populaire et qui peut rapporter des voix. Si soutenir l'IVG est aujourd'hui plutôt populaire en France et que ça peut même être un argument de campagne, il faut quand même pas oublier que c'est très loin d'être le cas dans l'ensemble du monde. Pour en savoir plus sur le vote féminin, sur les combats pour les droits des femmes, sur la représentation des femmes en politique, n'hésitez pas à aller voir les références que j'ai ajoutées dans la description de cet épisode, ainsi que les articles publiés à l'occasion des différentes vagues de l'étude électorale menée par le Cevipof. J'espère que ce nouveau numéro de Je vote, tu votes, nous votons vous a plu et que vous serez au rendez-vous pour les prochains épisodes. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous et à nous envoyer vos commentaires et des étoiles sur votre application préférée d'écoute. Je serai curieuse d'avoir vos retours et si vous le souhaitez, vous pouvez me soumettre les questions que vous vous posez sur le vote. Vous pouvez aussi nous contacter via les réseaux sociaux de Public Sénat, Twitter, Facebook, Instagram ou LinkedIn, ainsi qu'à l'adresse bonjour@publicsenat.fr. Je vote, tu votes, nous votons est un podcast produit par Public Sénat et le Cevipof Sciences Po. Interview et narration, Tam Tranui. Création sonore, réalisation, montage et mixage, Majora Prod. Direction éditoriale, Perrine Tarnot. Les visuels sont de Nina Vincent. Production exécutive, Élise Colette.